Merci Rinuma. En effet, on va avoir la chance de profiter de l'expertise de Dr. Diane Provencher, gynécologue oncologue au CHUM, ainsi que de l'expérience vécue de deux sœurs turquoises, Annie-France et Nancy. Je veux juste faire un petit rappel qu'on ne pourra pas accepter des questions d'ordre médical qui sont spécifiques à votre cas, mais je vous invite à soumettre toutes les questions que vous avez d'ordre général sur les inhibiteurs de PARP à travers la fonction Q&R sur Zoom. Et si vous avez des questions spécifiques à votre cas médical, on vous invite à vous adresser évidemment à votre équipe de soins. Donc, sans plus tarder, j'invite Dr. Provencher à faire un survol des inhibiteurs de PARP, puis Annie-France et Nancy vont se présenter à vous par la suite. Dr. Provencher, bienvenue. Est-ce que vous souhaitez que je partage l'écran ou est-ce que vous voulez le faire? Bienvenue à tout le monde. En tout cas, je suis bien contente de participer. Puis en même temps, je trouve votre effort vraiment louable là, de vous intéresser. Puis pour nous autres, en tout cas, ça nous motive justement à aller plus loin. Puis à essayer justement, là, on aime ça des challenges. Fait que c'est bien. Merci beaucoup. Fait que s'il vous plaît, oui, si vous voulez partager les diapos, ça va être parfait. Excellent. Écoutez, ça ne se veut pas du tout une séance pharmaceutique, OK? Je ne suis pas ici pour vanter les produits de un, de l'autre, avec ou sans, mais je suis ici pour expliquer un concept, OK? Pour lequel il y a eu une belle évolution durant les dernières années, OK? Vous allez voir, ça prend du temps avant d'arriver de mettre au point un médicament, puis cette fois-ci, je pense qu'on y est arrivé, puis ça va nous permettre une meilleure envolée. Alors, tout ça, l'histoire commence, OK, dans les années 1860, OK? Il y a le frère Mendel, qui est un botaniste, OK, mais qui est fasciné avec les pois de senteur. Puis, le pauvre frère, peut-être qu'il avait du temps à perdre ou je ne sais pas quoi, mais il s'amuse à croiser des pois de senteur, des roses, des bleus, des vertes, n'importe quoi. Puis là, il fait ses observations dans son cahier de botaniste, OK? Pour montrer que si je fais ça, ça va me donner telle couleur. Si je croise telle plante avec telle autre, ça va me donner telle couleur. Fait que c'était un petit peu les débuts du concept de l'hérédité. Ça, c'est d'une part, l'hérédité. D'autre part, c'est notre réalité. OK? Les sœurs turquoises, tout ça, là, vous la connaissez, cette réalité-là. Puis moi, je la connais depuis facilement 35 ans. Là. Alors, c'est une patiente qui arrive, OK, qui est aux prises avec des symptômes vagues, etc. Puis tout d'un coup, il y a une investigation, il y a une chirurgie. Vous avez à droite des images un petit peu de qu'est-ce que ça peut avoir l'air en dedans, là, correct, quand la chirurgie se fait. Alors ça, c'est vraiment notre réalité. On va essayer de comprendre comment on peut amener les deux réalités ensemble. L'hérédité d'une part, puis le cancer de l'ovaire de l'autre côté. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Parfait. Alors, c'est un petit peu un quiz. Je vous présente la famille Bertrand, d'accord? La famille Bertrand, pour commencer, dans le fond, peut-être que vous pensez que vous ne les connaissez pas, mais vous les connaissez. Alors, la famille Bertrand, si vous regardez en haut à droite, il y a une maman qui tient un petit bébé blond, OK? La petite bébé blond, là, la petite fille, c'est Angelina Jolie. OK? Alors, Angelina, quand elle était bébé, ça, c'est elle. Sa maman, c'était Marceline Bertrand, qui avait été diagnostiquée avec un cancer de l'ovaire. Évidemment, Marceline est décédée très jeune. Et plus tard, devant la panoplie de cancers qu'on trouvait dans sa famille, même si Angelina n'avait pas eu de cancer, on voyait que dans sa famille, il y avait cancer du sein avec la cousine Francine, la grande-tante, un autre cancer de sein, un grand-oncle avec le grand-père, c'est-à-dire avec un cancer des glandes salivaires, mais ça, c'est un peu moins fréquent. Bon, ici, on avait Marceline qui avait cancer d'ovaire, puis ensuite, une autre avec un cancer de sein, un oncle avec un cancer de prostate, etc. Alors, ici, ça, c'est la famille qui a fait, en fait, qu'il y a eu beaucoup de trucs médiatiques qui sont envoyés. Une chose que je veux vous rappeler, puis pendant longtemps, malheureusement, c'était véhiculé que le cancer des ovaires, le cancer du sein, ça pouvait juste venir du côté de la mère, OK? Ça, c'était des vieux concepts. Ensuite de ça, que non, les garçons, ça n'avait rien à faire. Alors, mais c'est plus vrai, c'est plus véhiculé comme ça. Nos cancers héréditaires peuvent atteindre
soit filles, garçons, dans une proportion différente, oui. Puis chaque enfant d'une famille, bien évidemment, a comme 50% de chances d'être atteint avec cette mutation-là. Des fois, on dit une chance, des fois, on dit une malchance, mais parfois, ça peut nous aider à nous sauver un petit peu. Prochaine diapo. Alors, on arrive en 2013. C'est Angelina qui fait son coming out un peu différent, qui dit qu'elle a décidé de se faire enlever les seins parce qu'elle est porteuse d'une mutation dans les gènes BRCA. Évidemment, il y a de l'histoire en arrière, il y a de l'histoire médicale. Les années 94, c'est là que le BRCA1 a été identifié. En 95, c'est le BRCA2. OK? Mais depuis, vous avez en bas tout un panel, OK, qui est disponible fréquemment dans les bureaux de généticiens ou en tout cas, certains médecins ont la possibilité de pouvoir tester les patients. Je vous amène à un autre rythme. Dans mon panel, en ce moment, il y a à peu près 20-22 gènes différents qui tous ont une certaine fonction de cancer quelconque. Mais l'histoire n'est pas finie là. Je vous amène une autre diapo, la prochaine diapo, s'il vous plaît, qui a été démontrée, il y a peut-être 3 semaines, il y avait le congrès ESMO en Europe, OK, qui montrait maintenant que les panels maintenant d'ATIT, on est rendu à 105 gènes différents. Encore là, chacun a son histoire, chacun a sa façon d'agir. Fait qu'évidemment, on peut voir qu'on commence à être submergé de tout ça. Et ce soir, je lisais un reportage. Il y a maintenant des panels avec 540 gènes. OK? Fait que vous pouvez vous imaginer tout ce qu'il y a à connaître de chacun des gènes, comment ils se comportent, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, etc. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire. On en est là avec les gènes. Ça, c'est une chose. Maintenant, on avait la tradition aussi. Je vous amène à la prochaine diapo. La tradition, c'était, OK, cancer de l'ovaire. Alors, vous avez à gauche, en haut, il y a un petit utérus qui est tiré par les oreilles, on dirait. Puis, il y a des petits plaques rouges plus Bourgogne. Ça, c'est des implants de cancer. OK? Vous avez parfois le cancer qui va se présenter d'une autre façon, comme dans le milieu, avec une espèce de grosse boule genre football. OK? Ou encore, à droite, vous avez ce qui est un peu en rouge blanchâtre, c'est l'utérus, le dôme de l'utérus, mais à droite, vous aviez la trompe et c'est comme un cancer qui originait de la trompe. Traditionnellement, qu'est-ce qui arrivait chez les femmes qui avaient chez qui on découvrait ces cancers-là? Bien, soit qu'il y avait une période de symptômes, après ça, on faisait un diagnostic, après ça, on faisait la chimiothérapie ou parfois, on va faire juste une biopsie, chirurgie intercalée. Puis après ça, bien, on observait les patients. Il y a eu une époque, jadis, là, je vous ramène il y a 20 ans, où est-ce qu'on faisait ce qu'on appelait un second look. OK, vous lisez ça des fois encore. Un second look, autrement dit, il y avait une autre chirurgie qui était faite juste pour regarder, voir s'il restait quelque chose. OK? Et après ça, habituellement, on attendait. OK? Et jusqu'à la progression. Plus récemment, avec l'arrivée des inhibiteurs de PARP, soudainement, on a commencé à entrevoir un projet de maintenance. La prochaine diapo. Là encore, les fameuses statistiques, OK, il y a eu de l'évolution dans le temps. OK? Ici, c'est le marqueur ici en horizontal nous indique que c'était en 1976 que ces statistiques-là ont commencé à être calculées. Puis là, tout d'un coup, on avance, puis à un moment donné, on arrive. OK, on est en 2003 où la combinaison carbotaxol est comme devenue standard, OK? Et on voit que les survies sont un petit peu plus hautes, OK? Mais après ça, tu sais, 2003, 2013, presque 23 maintenant, on est resté sur une ligne vraiment plate, OK? Dans tous les sens, OK? Qu'il n'y avait pas de progression. Mais tout récemment, soudainement, on vient de lever le voile sur quelque chose qui est vraiment formidable. Fait que, comme je vous disais, habituellement, comme le cartoon vous le montre, OK, on traitait les patientes à peu près comme toutes les grandeurs étaient bonnes, c'est-à-dire une grandeur pour tout le monde, OK, le même panel, les mêmes affaires, les mêmes traitements. Mais depuis 2016, au Canada, il y a eu une grosse... comment je dirais ça, une grosse démonstration qu'effectivement, on pouvait faire mieux. Et depuis 2016, on recommande que chaque femme qui a un cancer de l'ovaire se voit proposer un test génétique. Alors, on va proposer des tests génétiques dans le sang et maintenant, plus récemment, on ajoute également un test génétique dans la tumeur. Pourquoi la tumeur et le sang?
c'est que dans le sang, un peu comme Angelina Jolie, OK, on peut être porteur d'une mutation. Ça veut dire que toutes nos cellules, que ce soit mes cheveux, ma salive, que ce soit mes organes, ma peau, toutes mes cellules ont un gène qui est un petit peu changé, différent. Et ce gène-là, malheureusement, va encoder pour une protéine qui est plus fragile. Okay? Donc, mes cellules vont avoir une plus grande facilité à devenir cancer si je suis porteuse de cette mutation-là. Il peut arriver que non, je n'ai pas de mutation, je n'ai pas rien qui va être héréditaire, mais ma tumeur, elle a un profil différent. Puis oui, ma tumeur, elle a une mutation. Donc, on peut se servir de ces choses-là quand ça arrive. Puis on retrouve ça à peu près chez 20-25% de toutes les patientes qui ont un cancer d'ovaire et sans égard à l'historique familial. Autrement dit, dans le vieux temps, OK, je dis toujours dans le vieux temps, je pense que je me le permets avec mes cheveux gris, dans le vieux temps, ça prenait, avant de faire des analyses génétiques, il fallait toujours regarder du côté de la mère, du côté du père, est-ce qu'il y a des cancers, à quel âge sont arrivés. À ce moment-là, finalement, on s'est rendu compte que ça n'avait rien à faire. OK, je veux dire que dans le fond, tout le monde, toute femme avec cancer de l'ovaire, on retrouve 20-25% de femmes avec des mutations, qu'elles soient dans le sang, on va les appeler des mutations germinales, OK, ou qu'elles soient dans la tumeur, on va les appeler des mutations somatiques. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Maintenant, là, vous allez me dire, oh là là, on fait de la génétique, on va tester mes affaires, qu'est-ce qui arrive? Si on découvre que j'ai une mutation dans un gène, est-ce que je vais perdre mes assurances? Est-ce que mes enfants vont être assurables, etc. Ça a été une longue saga. Aux États-Unis, il y a eu un moratoire, OK, qui, dès 2008, disait qu'il ne pouvait pas y avoir de discrimination basée sur le statut génétique d'une personne. OK? Donc, une personne, on ne pouvait pas y enlever sa couverture d'assurance, on ne pouvait pas rien faire. Ça, c'était 2008. On a été en retard au Canada pour ça parce que ça a été accepté au Canada globalement seulement en 2017-2018. OK? Vous avez le nom de la loi qui est là. Par contre, le Québec, nous sommes une société distincte. Okay? Donc, les avocats avaient décidé d'aller à l'encontre de ça. Et ce n'est qu'en juillet 2020 que la Cour suprême a statué. Au Québec, c'est la même chose maintenant. On ne peut pas avoir un assureur qui va nous dire, écoutez, votre maman a une mutation dans son gène, donc je vous enlève votre police d'assurance ou je vous donne une surprime, ou etc. Même chose, un employeur ne peut pas dire, ben, écoutez, madame, vous avez une mutation dont vous êtes à risque d'un cancer de sein, d'un cancer d'ovaire, ben, je ne vous engage pas parce que ça se peut que vous me coûtiez trop cher un moment donné en absence. Okay? Plus personne qui peut faire ça. Okay? Par contre, ça n'empêchera pas un assureur de dire, ben, est-ce que dans votre famille, il y a des cancers? Okay? Ça, c'est la chose qui demeure quand même. Prochaine diapo. Alors, donc, on a regardé l'histoire des cancers de l'ovaire depuis près de 40 ans. On a regardé comment est-ce qu'on les traitait. On a regardé l'évolution, mais en parallèle à tout ça, il y a eu l'évolution de tests en recherche, OK, qui a débuté dans les années 71, OK, où à ce moment-là, on avait découvert l'enzyme, c'est à gauche, OK, l'enzyme PARP, P-A-R-P, OK, qui a été découvert. Qu'est-ce que ça fait, cette enzyme-là? C'est un des enzymes qui est responsable de réparer l'ADN quand il y a une cassure dans l'ADN. Fait qu'évidemment, si ma cassure n'est pas réparée, quand ma cellule va se diviser, il va y avoir une double cassure parce que la cellule va se multiplier et à ce moment-là, la cellule n'est pas viable. Alors, tout doucement, on a commencé à travailler sur ce qu'on appelait donc un inhibiteur de PARP. Autrement dit, je voulais empêcher l'enzyme de réparer ma cellule cancéreuse. Parce que vous savez, les cellules cancéreuses, ils ont plein de dommages qui n'arrêtent pas de se multiplier. C'est pour ça qu'à un moment donné, une cellule tumorale, quand, mettons, vous recevez carbotaxol, ça va bien. Deuxième fois, vous recevez encore du carbo, peut-être avec Calyx ou avec d'autres choses. Puis à ce moment-là, soudainement, ça marche moins bien. La réponse est moins longue. Mon temps de répit est moins long. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que vos cellules tumorales, veut pas, ont muté. Elles se sont changées. Leur ADN est devenu
beaucoup plus, comment je dirais ça, résistant. Un peu comme un antibiotique qui ne marche plus après la 3e fois pour une infection urinaire. Quelqu'un qui demande qu'est-ce que ça veut dire, PARP. Le PARP, c'est un acronyme, OK, qui parle, c'est des molécules chimiques, une à côté de l'autre, puis ils ont juste pris la première lettre de chacun pour l'appeler PARP, OK? Et après ça, bien évidemment, dans l'histoire, on s'est dit, ça fait du sens. On a essayé en laboratoire, on a essayé dans les souris, etc. Et en 2012, en Angleterre, il y avait le professeur Lederman qui a commencé à étudier un des inhibiteurs de PARP. Celui-là s'appelait olaparib, chez des patientes qui étaient en récidive. Et il s'est rendu compte que, écoutez, c'est des pilules. Ces patientes-là venaient de finir une 2e ligne ou une 3e ligne de chimiothérapie à base de platin. Et on voyait qu'en leur donnant ces pilules-là, l'autre récidive après, elle prenait beaucoup plus de temps. Et par la suite, quand ils ont commencé à subdiviser les patientes qui ont participé dans cette étude-là, ils se sont rendus compte qu'il y en avait un petit groupe que c'était effectivement formidable, qu'il y avait énormément de succès. Puis, c'était les patientes chez qui il y avait des mutations, les fameuses mutations BRCA qu'on parlait tout à l'heure. Donc, on voit que tout le cheminement cancer d'ovaire, hérédité, soudainement un médicament qui arrive, puis là, ça arrive tout ensemble pour finir par faire quelque chose que d'allure. Et évidemment, à partir de là, il y a eu plusieurs études qui ont été faites avec différentes compagnies qui étaient faites au départ, puis c'est bizarre, parce qu'en cancer d'ovaire, on commence toujours à tester des médicaments chez des gens qui ont déjà eu beaucoup de lignes de chimio, puis après ça, on remonte jusqu'en première ligne. Et aujourd'hui, on est rendu justement, une fois que la première ligne de chimio a été donnée, mais là, on ajoute une maintenance, possiblement. Si vous avez une mutation, certainement. Si votre tumeur a une mutation, certainement. Et on voit qu'il y a une certaine place pour aussi des inhibiteurs de PARP chez les patientes qui n'ont aucune mutation, ni dans la tumeur, ni chez elles-mêmes. On est là-dedans. Maintenant, il y a encore des développements qui sont en cours. Il y a encore ce médicament-là est maintenant utilisé chez les hommes avec les cancers de prostate qui ont déjà eu des traitements et tout récemment viennent d'être ajoutés à notre arsenal chez les femmes avec cancer de sein qui ont les mutations. Fait que vous voyez, c'est en train d'aller très, très large. On a été chanceux au Québec parce que Inès, qui est l'agent qui s'occupe au niveau de la RAMQ de savoir si c'est remboursé ou pas, a statué très rapidement, dès que les études ont été terminées, ont statué qu'effectivement, on va l'offrir à nos patientes du Québec. Parce que c'est quand même assez dispendieux. Si vous étiez aux États-Unis, ce serait 14 000 par mois. Fait que c'est quand même une facture salée. Je vais prendre la prochaine diapo pour vous montrer que les petites étoiles, là, c'était première ligne, 2e ligne. Là, comme vous voyez, ça a évolué dans le temps. La prochaine diapo, et j'ai presque fini. Écoutez, c'est cette année que cette étude-là est sortie. Et pour montrer, regardez, c'était des patientes qui avaient des mutations BRCA. En bleu, c'était le cours normal. Autrement dit, où est-ce qu'on a le sang? Là? Je veux dire, toutes les patientes commençaient là. Elles avaient terminé leur chimio. Et la ligne de bleu, c'est les patientes qui avaient le placebo. Autrement dit, le standard, comme d'habitude. Et ici, on regardait si, mettons, il y avait une progression de la maladie ou s'il y en avait qui décédaient, etc. Et on voit que la courbe descend un peu comme le standard. Et dans les patientes qui avaient le fameux médicament, l'inhibiteur de PARP, on voit que la moitié rendue à 6 ans, sont encore là sans avoir eu de récidive, ce qu'on n'a jamais vu dans la pratique ou très rarement avec des cas très, très, très isolés. Alors, c'est vraiment surprenant. Par contre, je dois attirer votre attention, c'est faux de croire que ça traite tout le monde parce que comme vous voyez dans le début de la courbe, quand je vais jusqu'à, mettons, en bas où c'est écrit 24, ça c'est 24 mois d'utilisation du médicament, on voit qu'il y en a quand même chez qui ça ne marche pas. Fait qu'on n'a pas tout compris encore. Mais néanmoins, on a toujours bien un 50 qui répondent de façon extraordinaire et la réponse se poursuit. En ce moment, l'étude se continue. Maintenant, ça va devenir un peu complexe de savoir si l'étude est vraiment très, très bonne très longtemps parce que
il y a plusieurs patientes qui étaient dans la ligne bleue, qui avaient le placebo, qui finalement vont avoir à un moment donné un inhibiteur de PARP, et à ce moment-là, ça va être difficile de comparer. Mais néanmoins, c'est vraiment un succès extraordinaire. Je voudrais terminer en soulignant deux choses. Okay? La prochaine diapo. Tout à l'heure, dans les conversations que vous avez eues, j'entendais des choses. Moi, je peux vous dire que ce qui nous motive à vraiment nous pousser à aller plus loin, à pousser la recherche au plus loin, c'est vraiment vous autres. Okay? Ici, vous avez des photos de certaines patientes qui ont été pour moi des inspiratrices, puis j'en ai plein d'autres qui l'ont été longtemps. Pour ceux qui sont au courant, avec les fameux spiders, les motos à 3 roues, on fait des levées de fonds pour essayer justement de parfaire ça, pour essayer d'avancer. On a également la participation de Mme Anne-Marie Chagnon, qui à chaque année fait une collection de bijoux justement pour l'ovaire, pour permettre justement de mettre des sous en recherche, d'essayer d'encourager, de faire des choses. Mais en même temps, c'est des forums où les gens ont beaucoup, beaucoup de voix. Je peux vous dire qu'à chaque fois qu'on fait des randonnées de Spider, il y a toujours 200-300 personnes qui sont là, puis on échange beaucoup sur le sujet. Fait que ça, pour moi, c'est très, très motivateur. Puis je veux juste remercier de vous impliquer, juste d'être là ce soir, c'est extraordinaire. Puis la dernière diapo, je voulais vous dire, écoutez, si jamais vous voulez vous familiariser avec les affaires de gènes puis tout ça, j'ai sorti des livres qui sont plus agréables peut-être que ma présentation, mais qui quand même nous ramènent un petit peu à l'historique de la génétique. Il y en a en bande dessinée, il y en a pour les petits-enfants, il y en a qui sont un petit peu utopiques. Il y en a ici en haut à gauche, le Sapiens, c'est une dame qui a écrit, je pense qu'elle a écrit 3 livres, un peu que c'est comme une série, où on voit vraiment que l'hérédité, les gènes, la vie, l'évolution de l'humain, puis tout ça, là. Fait que c'est quand même fascinant. Alors, on est parti des petites plantes avec le frère Mandel, puis aujourd'hui, on est rendu là. J'ai toujours dit qu'avant longtemps, on va avoir d'une part notre carte de crédit, puis de l'autre poche, vous allez avoir votre carte de gène, puis on va travailler avec ça. Alors, merci. Tout à l'heure, s'il y a des questions, ça va me faire plaisir. Merci beaucoup, Dr. Provencher, pour cette présentation très complète et concise et globale, et pour les ressources aussi que vous avez partagées à la fin, dont le livre Sapiens de Yuval Noah, que j'adore beaucoup. Je vais inviter Annie-France et Nancy, qui sont des sœurs turquoises qui ont une expérience vécue avec les inhibiteurs de PARP, à se présenter à la communauté, à peut-être partager un petit peu votre expérience avec le cancer de l'ovaire en général, mais spécialement votre expérience avec ce traitement-là. Puis ensuite, à travers vous, on va poser des questions à Dr. Provencher, car je suis certaine qu'à travers votre parcours, vous avez sans doute eu des questions également. Donc, peut-être commencer avec Annie-France. Oui, bonsoir à tous. Alors, effectivement, Annie-France Gingras, je suis une sœur turquoise de la région de la Montérégie. Je réside en fait à Mercier, sur la rive-sud de Montréal, tout près de Châteauguay. Je vis avec les hauts et les bas du cancer de l'ovaire depuis 8 ans maintenant. J'ai eu un premier diagnostic en octobre 2014, alors que j'étais toute jeune quand même encore, âgée de 33 ans à l'époque. J'étais la représentation classique, typique de la porteuse du gène BRCA1, précisément dans mon cas, un adénocarcinome séreux à haut grade. Ironiquement, j'avais justement entrepris les démarches pour avoir l'analyse sanguine à l'époque en génétique, mais la maladie a devancé nos plans, a été plus rapide que nous. Concernant mon expérience personnelle avec le Laparib, je me représentais très bien sur l'algorithme présenté par Dr. Provencher parce que moi, on retourne déjà à quelques années en arrière pour mon usage de l'Olaparib. Je l'ai pris en fait dans mon parcours de soins. Il est devenu indiqué après une première rechute que j'ai eue en 2017, donc après la chimiothérapie intraveineuse traditionnelle. J'ai eu accès à l'Olaparib, le Lynparza, que j'ai pris avec grand succès pendant un peu plus de 2 ans, en fait, de janvier 2018 jusqu'au printemps, là, quelque chose comme avril 2020. Donc, une belle période avec une belle quantité et une belle qualité de vie.
Ce fut très efficace et probablement qu'on aura le temps d'y revenir. Là, ça a été très bien toléré dans mon cas aussi. Merci Annie-France. Et toi, Nancy? Alors, bonsoir. Moi, mon nom, c'est Nancy. J'ai 44 ans. Je demeure dans la région de la Beauce, mais à mon diagnostic initial, je demeurais à Ottawa. Alors, j'ai suivi le parcours de bien des femmes après de la fatigue énorme, de l'acide et le tout. On m'a diagnostiqué avec le cancer épithélial. Carcinome séro de haut grade, stade 4 en septembre 2019. Alors, moi, ce qu'on m'a proposé à ce moment-là, c'était le plan de traitement. J'ai fait 3 traitements de chimio avec le carbo et le Taxol. J'ai eu la chirurgie et ensuite 3 autres traitements de chimio pour terminer le tout. Par la suite, j'ai tombé en rémission. J'ai eu 21 mois de belle rémission. Mais en décembre 2021, on m'a confirmé que c'était revenu. Et immédiatement, on m'a parlé que je serais probablement éligible à prendre soit le niraparib ou faire une étude clinique à la suite de mon traitement. Ce qu'on me proposait à ce moment-là, c'était j'étais une personne éligible pour une autre chirurgie. Alors, une autre belle grosse chirurgie que j'ai eue et ensuite, j'ai retourné au carbo et au Taxol pour 6 traitements. Mais les 2 derniers traitements, je n'ai pas été capable d'avoir le carbo. J'ai développé une allergie. Et au travers de ces traitements de chimio-là, j'ai entrepris les démarches pour entrer sur l'étude clinique, le OV26. C'est-tu bien ça? Oui, c'est bien ça. Et j'ai terminé ma chimio le 21 juillet et je commençais le 26 août le laraparib et le cédiranib. Alors, moi, je suis dans le groupe 1 de l'étude clinique. J'ai ces 2 médicaments-là. Alors, probablement que tout à l'heure, on parlera un petit peu plus de tout ça. Mais pour l'instant, moi, je le tolère bien. Je suis au cycle 3 de ces 2 médicaments-là et je suis le flot. Merci Nancy, puis merci Annie-France pour le partage de votre histoire personnelle. Donc là, pour les prochaines minutes, peut-être les prochaines 20 à 30 minutes, ce que je propose, c'est qu'on fasse un format un petit peu plus panel. Donc, Annie-France, Nancy, je sais qu'il y a beaucoup d'informations qui ont été couvertes pendant la présentation du début de Dr Provencher, mais je pense que ça sera quand même utile pour notre communauté que vous posiez des questions à Dr Provencher, vraiment de votre point de vue de patiente. Par rapport aux inhibiteurs de PARP. Et si jamais, après le panel, il y a des questions non répondues, on pourra passer à travers les questions qu'on aura reçues du public. Bon. Fait que je peux y aller? Moi, je pourrais enchaîner avec une. Je pense, personnellement, j'ai eu à prendre le niraparib. Nancy a nommé d'autres molécules, donc j'inviterais peut-être Dr Provencher à répondre à la question suivante. Quelles sont les molécules au Québec actuellement qui sont disponibles comme inhibiteurs de PARP chez les femmes avec un cancer de l'ovaire? Et quelles peuvent être les différences entre ces différentes molécules accessibles-là? En ce moment, ce qu'on a au Québec et au Canada, OK, on a le olaparib, on a le niraparib, OK, qui sont tous les 2 des inhibiteurs de PARP. Aux États-Unis, il y a aussi le rucaparib qu'on voit, dont la compagnie n'a pas approché Santé Canada. Donc, pour le moment, ça n'est pas là, mais je dois dire qu'en recherche clinique, on l'a utilisé, nous autres, et puis il est peut-être un peu moins intéressant, fait qu'on n'a rien perdu. Il y a le talazoparib qui s'en viendrait peut-être, qui est excessivement puissant dans sa force de anti-PARP, OK, mais qui est drôlement pas facile à prendre et puis il va causer perte de cheveux. Je veux dire, vraiment, la qualité de vie, il goûte, OK? C'est pas la même chose. Fait qu'au Québec, on est avec surtout ces 2 molécules-là, le olaparib. Il y a des restrictions, il y a beaucoup de règles. Il faut vraiment être selon la règle, car sans ça, c'est pas éligible, etc.
Fait qu'il faut faire attention. Beaucoup de paperasse, parce qu'il faut répéter la mordite paperasse quasiment tous les 4 mois. Je dois dire, je ne suis pas très docile, mais en tout cas, c'est ça. Moi, si je peux me permettre, il y a une chose que j'ai oublié de mentionner quand je me suis présentée. Moi aussi, j'ai fait les tests génétiques quand venu le temps à mon diagnostic initial et je ne suis pas porteuse d'aucun gène connu. Vous avez présenté tout à l'heure une panoplie de gènes et moi, je ne suis pas porteuse d'aucun. Puis, j'ai été surprise quand ma spécialiste m'a parlé de la possibilité de prendre ces médicaments-là parce qu'on m'avait dit en 2019 que ce n'était pas possible. Fait que ça m'a ouvert les portes. J'étais agréablement surprise. Fait que ma question, c'est qui est éligible à recevoir le traitement d'un inhibiteur de PARP au Québec? Puis faut-il avoir une mutation pour le recevoir? Oui, disons que dépendant de quel produit on a affaire, si on regarde la condition pour le olaparib, il faut absolument avoir une mutation, qu'elle soit dans le sang, qu'elle soit dans toutes vos cellules, autrement dit, la mutation qui est dite héréditaire, ou que ce soit votre tumeur qui a la mutation. OK? Un ou l'autre, OK? Ça, c'est le critère d'abord pour le olaparib. OK? Tandis que le niraparib, quand ils ont fait les études, OK, que ce soit en première ligne, en deuxième ligne, on l'appelle le all-comers, autrement dit, tout le monde avec ou sans mutation peut y avoir droit. C'est certain que l'efficacité va être vraiment supérieure chez les gens qui ont des mutations par rapport à ceux qui n'en ont pas. C'est pour ça qu'en ce moment, il y a de l'exploration, comme dans votre protocole, avec la combinaison avec le cédiranib, qui lui est un anti-angiogénique, OK, qui essaie de travailler sur les vaisseaux sanguins en même temps. Est-ce que la combinaison va faire que ça va améliorer l'efficacité, OK, chez quelqu'un qui n'a pas la mutation? Aujourd'hui, il y a même des protocoles en ce moment qui essaient de combiner l'inhibiteur de PARP plus l'anti-angiogénique, plus l'immunothérapie. Vous pouvez imaginer le cocktail, OK? Fait que c'est vraiment fou. On n'a pas de résultats encore, mais ce qui est important, c'est vraiment d'avancer et d'essayer de faire avancer la science. C'est ça. Fait en tout cas, c'est sûr que ce n'est pas partout qu'il y a des projets de recherche. Puis évidemment, à un moment donné, il y a des contraintes, mais en tout cas, on peut dire que l'aventure des inhibiteurs de PARP, si on regarde juste depuis 2012 à maintenant, d'une part, oui, il y a eu beaucoup d'évolution. On est passé en recherche deuxième ligne, première ligne. Et là, bang, accepté par nos autorités qui s'occupent des finances, OK? Ça a été vraiment, je pense, bravo, là, ça a été très, très facilité. Des fois, je pense aux gens aux États-Unis qui n'ont pas trop d'assurance ou moyennement d'assurance, ils n'ont pas accès. Hein? C'est pas mieux. Là. Fait que c'est très lourd. Mais ce n'est pas sans complication. Okay? Il faut faire attention. Il y a tout. Puis souvent, on va utiliser soit notre pharmacien, pharmacienne, soit notre infirmière pivot ou soit des fois nous-mêmes tout seuls pour essayer de suivre les patients. Ça prend un suivi très, très serré, surtout le premier mois parce qu'il peut y arriver des accidents. C'est ça. Fait qu'il y a eu comme une évolution dans la réflexion. Vous savez, avec les années, là, correct, comme je vous montrais tout à l'heure, 2003, c'était le fameux carbotaxol, puis c'est resté collé là pendant 20 ans, correct? Puis là, soudainement, on est rendu 2022, ben, je peux dire que depuis déjà 2017-18, on pouvait un peu avoir accès à olaparib. Soudainement, un petit peu plus tard, l'accès au niraparib est arrivé un petit peu plus tard, simplement parce que les études de niraparib se sont conclues un petit peu plus tard. Donc, depuis 2020-2021, oui, on a accès aux deux. Puis là, ben, il s'agit de choisir lequel nous convient pour plein de raisons. Là, je veux dire, il y a plein de choses à prendre en considération. Puis pour pouvoir l'utiliser. Mm-hmm. Annie-France, est-ce que tu aurais une autre question pour Dr. Oui, Provencher? mais je serais intéressée justement, Dr. Provencher a ouvert un petit peu la porte, comme quoi il faut être très prudent, qu'il peut y avoir des accidents, qu'il faut un suivi très, très étroit. Au point de vue de la tolérance, justement, moi, mon expérience personnelle, encore là, a été
quand même assez fameuse. J'avais des contrôles sanguins, entre autres, à tous les 4 semaines, tous les 28 jours, qui ont toujours été corrects. Alors que sous chimiothérapie intraveineuse plus traditionnelle, dans mon cas, c'est différent. Il faut souvent ajuster, reporter. Bon, c'est plus difficile. C'est certainement difficile de prévoir, mais je pense qu'il y a un certain encadrement là, qui permet à certaines femmes de le prendre quand même avec succès. Puis au point de vue des effets secondaires aussi, on le peut aborder. Peut-être qu'on pourrait voir s'il y en a plus fréquents. Ouais. Bien, vous avez dit une chose, Marie-France, vous avez dit qu'il faut avoir un encadrement, OK? Puis récemment, on a eu une petite étudiante française, OK, qui est venue au CHUM puis qui a passé du temps avec l'équipe de pharmacie. Puis son projet de recherche, c'était de regarder, OK, on commence un inhibiteur de PARP chez quelqu'un, combien d'interventions de ressources humaines ça prend par mois en moyenne, OK? Parce qu'il y a des ajustements, il y a des prises de sang, doivent être contrôlées, on descend la dose, on monte la dose, on fait une pause, on fait ci, on fait ça. Puis son calcul, qui était vraiment indépendant, elle a pris une série de patientes, OK, c'était 11,4 interventions par mois. Vous rendez-vous compte par mois? Ça veut dire que si c'est tout... l'infirmière pivot que vous aviez tout à l'heure, Mme Knight, OK, qui s'occupe d'une cohorte, OK, bien, 11,4 fois par mois, elle va s'occuper de la Mme X, puis de la Mme Z, puis de l'autre Madame. Pendant ce temps-là, celles qui sont en chimio, bien, est où l'infirmière pivot? Tu sais, je veux dire, elle est occupée là. Fait que, comme vous voyez, ça amène une demande de ressources humaines extraordinaire. OK? Fait qu'il y a comme un chiffre là, dans ça qu'il va falloir adresser parce qu'on ne survivra pas. Là, je veux dire, ça n'a pas d'allure. OK? Fait qu'il va falloir trouver des façons de faire. Puis évidemment, ben, les complications, c'est sûr que les deux médicaments que je vous ai nommés, ils ont des complications communes. OK? Ça va être dans les formules sanguines. Souvent d'anémie, les globules blancs. Les plaquettes peuvent être à toucher. Disons qu'avec un des produits, beaucoup plus qu'avec l'autre, OK? Fait que des fois, moi, c'est mon petit côté, mon petit penchant à vouloir opter pour l'autre, mais je ne suis pas toujours capable. Ils ont aussi des effets adverses qui sont particuliers, qu'on ne retrouve pas de un à l'autre, même s'ils appartiennent à la même classe. Entre autres, le olaparib, on va avoir des créatinines qui vont monter, mais c'est artificiel. OK? C'est une fausse montée. OK? Fait, ça se corrige tout seul. Ou encore, beaucoup plus rarement, ils peuvent nous faire des pneumonites. OK? Ce n'est pas une pneumonie, c'est une pneumonite. C'est une inflammation des poumons. OK? La pauvre patiente a de la misère à souffler puis tout ça. OK? Mais ça se renverse. OK? On arrête puis ça se renverse. Tandis que ça, c'est olaparib. Dans le niraparib, bien, écoutez, quand vous allez chercher votre prescription, elle vient la prescription puis le brassard pour prendre la pression artérielle. Pourquoi? Parce qu'il y a une montée de pression artérielle qui est attendue. Puis évidemment, il faut corriger. Attention, quand vous arrêtez votre niraparib parce que vous avez fini, bien, qu'est-ce qui va arriver si vous prenez des médicaments pour la pression alors qu'avant ça, vous n'aviez pas besoin? Bien là, vous allez faire beau. OK, vous allez vous retrouver à terre, OK? Pourquoi? Parce que vous allez avoir une chute de pression, tu sais. Fait qu'il faut vraiment faire attention à l'arrêter à ce moment-là pour pas qu'on se retrouve avec ces problèmes-là, OK? Il y a un problème excessivement rare que j'ai eu à un moment donné, ça s'appelle une pseudo-encéphalite réversible, OK? Alors, ça fait un coco qui est comme, on est rendu en démence, OK? Mais j'ai eu une patiente qui a eu ça, c'est le niraparib qui joue avec ça un petit peu, mais excessivement rare, là, je veux dire, c'est pas fréquent, là, c'est ça. On assiste en ce moment à des gens qui ont eu un inhibiteur de PARP. Soudainement, il y a une récidive, il y a d'autres choses qui arrivent, il y a d'autres affaires qui arrivent, des chirurgies, n'importe quoi. Puis là, après ça, on reprend le PARP. OK? Fait que ça, c'est le monde du PARP after PARP. OK? Il y a des études cliniques en cours avec ça. Est-ce que ça va nous mener quelque part? Peut-être, peut-être pas. La petite bébite qu'on tend à protéger chez les patients qui prennent des inhibiteurs de PARP, c'est qu'il y a eu une peur au début, comme quoi, à l'occasion, on avait des patients qui développaient une leucémie. OK, c'est pas bien drôle, tu sais, tu sors d'un cancer d'ovaire, ça va bien, puis là, tu te retrouves avec une leucémie qui est difficile à traiter, qui est même non traitable, quasiment celle-là, OK? Fait que ça, c'était pas drôle, mais on se rend compte
tous les inhibiteurs de peur, puis ont à peu près le même pourcentage, qui est à peu près 1,2, 1,4, c'est 1, OK? Mais par contre, les patients qui avaient du placebo, mettons, qui n'en avaient pas de peur, OK? Il y avait eu juste leur chimio, prenaient une fausse pilule, mais c'est à peu près les mêmes pourcentages. Une petite affaire, OK, augmentée, pas grand-chose, sauf, attention, chez les patients qui ont des mutations. OK? Les mutations BRCA, on en a un petit peu plus. Puis toute cette affaire-là de mutation puis de leucémie, ça a fait faire un shift, OK, dans la pratique des médecins. Autrement dit, on avait tendance à regarder les peurs pour après la deuxième ligne, comme vous avez eu, OK? Mais aujourd'hui, il y a plus un chiffre qui va dès la première ligne. Pourquoi? Parce que les patientes sont bien, la majorité des patientes vont être très bien. Les effets adverses vont être soulagés. C'est sûr que le début, il est un peu rough, OK? Il ne faut pas se leurrer. Puis donc, est-ce qu'on peut avoir la paix pendant plus longtemps en rémission, puis en profiter de cette vie-là? Je veux dire, ne faites pas ça pour rien. Là. On fait toutes ces affaires-là, tout le monde, parce qu'on veut vivre, on veut bien vivre. C'est pour ça qu'il y a un peu un chiffre là, dans la pratique médicale pour aller plus en première ligne. Merci, Dr. Provencher. J'en profiterai pour te solliciter. Nancy, toi, c'est ton expérience avec les effets secondaires ou pas? Est-ce que tu en as eu? Quels étaient-ils? Je pense que c'est un sujet qui revient beaucoup dans notre communauté, que ce soit parler des effets secondaires qu'ils ressentent ou surtout la peur d'effets secondaires en commençant le traitement. Donc, je pense que c'est important de faire du pouce là-dessus. Oui, effectivement. Avant d'accepter d'aller sur une étude clinique ou de prendre le niraparib, les options qu'elle m'offrait, j'ai fait mes recherches. J'étais allée sur Ovidialogue pour voir aussi les femmes, qu'est-ce qu'ils disaient par rapport à ça. Puis c'est tellement dans les discussions qu'il y a eu au panel précédent, chaque femme est unique. Fait qu'on ne sait pas comment qu'on va réagir. Fait que moi, je ne me suis pas empêchée d'essayer, de l'essayer par peur, parce que la liste des effets secondaires, quand on la reçoit, est assez exhaustive. Mais pour ma part, au tout début, le premier cycle, ça a été plus des nausées. Mais c'était pas, je me suis jamais rendue au vomissement. J'avais du prochlorazine, qui est un peu le Gravol, quand ça m'arrivait. Puis ça a été un peu plus, un peu comme en chimio aussi, là, quand on a mal au cœur, un peu, même manger un petit peu plus souvent. Fait que j'ai réussi à le gérer assez rapidement. Puis c'était pas tout le temps. Une des choses que j'avais tout le temps, c'était le goût métallique dans la gorge. Le matin, quand je prends mon médicament, j'ai toujours un petit peu le goût, là, mais j'ai réussi à me trouver des petits trucs pour déplacer ça. Sinon, j'ai eu un petit peu de diarrhée, mais très peu. Puis les autres effets, là, j'ai vécu un petit épisode d'abcès la semaine dernière, mais ça s'est résorbé. Dr. Provencher parlait d'équipe tout à l'heure. Moi, si je peux lever mon chapeau, l'équipe qui me suit, la coordonnatrice de recherche, moi, j'étais au CHU de Québec. Puis l'équipe est extraordinaire, les pharmaciennes aussi. Un petit coup de... La semaine passée, là, j'avais de la misère avec mes abcès. J'ai appelé tout de suite. Ils m'ont suggéré d'autres choses. Puis aujourd'hui, je vais bien. Fait que c'est un peu ça, mon expérience. Je suis contente. Moi, le cédiranib, moi, j'ai de la misère à dire. Cédiranib, il était connu pour faire monter la pression artérielle. Fait que quand le Dr. Provencher parlait de machine à pression, c'est quelque chose que je me suis acheté quand j'ai commencé la médication. Puis la mienne est stable. Tout va bien. Fait que je suis plutôt contente de la réaction de mon corps par rapport à cette médication-là. Fait que il reste à voir jusqu'à combien de temps je vais pouvoir les prendre et si ça va fonctionner pour moi. Fait que c'est un peu une question que je pourrais demander à Dr. Provencher aussi, c'est combien de temps qu'on peut les prendre, ces médicaments-là? Est-ce que je sais qu'on peut les prendre jusqu'à une récidive, mais sinon, est-ce qu'on reste là-dessus pour
Ouais. Bon, ben, écoutez, il y a un modèle différent. Si on est en première ligne, mettons, le carbotaxol a été donné, bien là, la façon que les études avaient été faites, OK, s'il avait été fait différemment, on ferait autre chose, mais la façon qui avait été faite, le olaparib, le devis était de les prendre pendant 2 ans. OK? Fait que donc, en première ligne, on prend 2 ans olaparib, tandis que le niraparib, c'est 3 ans. OK? Puis après ça, on arrête. Je dois vous dire qu'au début, quand on disait OK, madame, vous avez fini vos 2 ans, on l'enlève, les gens me regardaient, c'était comme si j'avais le tapis en dessous des pieds, là, tu sais. Mais on se rend compte aujourd'hui, vous savez, la courbe qui était plate et qu'il n'y a rien qui se passe pendant, tu sais, après le 2 ans, là, tu sais, où est-ce que ça descendait, puis là, ça reste stable. Bon, on se rend compte, écoute, c'est bien. Il y a des patientes qui avaient continué parce que dans le temps, le devis, certaines portions le permettaient, mais des fois, il arrive des complications par la suite, OK? Tandis que les patientes qui le prennent, mais après une récidive, OK? Autrement dit, vous avez eu votre première ligne de chimio, il y a eu une pause, après ça, il y a une deuxième ligne de chimio ou une troisième ligne de chimio. Mais là, à ce moment-là, on les prend à vie, OK? Jusqu'à la prochaine récidive, OK? Puis c'est de même que les études avaient été faites. C'est pas, tu sais, fait que, bon, c'est intéressant parce qu'ils sont quand même bien tolérés, puis ça va bien. C'est ça. C'est à suivre. C'est d'avancer. Puis comme je vous dis, il y a plein de protocoles de recherche en ce moment avec toutes sortes d'affaires, puis on essaye. Des fois, il n'y a pas assez de protocoles de recherche, mais on essaye toujours de trouver quelque chose qui va pouvoir avancer. Okay? Puis on est à travailler en ce moment sur renverser la résistance. Okay? Qu'est-ce qui arrive si les gens qui avaient pris les inhibiteurs de PARP, puis malgré l'avoir pris, ben, il y en a quand même 50 qui vont avoir récidivé pareil pendant qu'ils le prenaient. OK? Ben, qu'est-ce qu'on fait avec eux autres? Y a-t-il quelque chose? Puis fait que là, il y a plusieurs laboratoires dans le monde qui travaillent sur ça. Ils ont émis des hypothèses. Là, il y a des protocoles de recherche qui sont en train de partir avec ça pour renverser la résistance. OK? Fait que ça va loin. Merci, Dr. Provencher. Ça répond un petit peu à une des questions qu'on a reçues également à travers le chat. Si le traitement avec olaparib n'a pas fonctionné après 6 mois, par exemple, est-ce que c'est possible d'utiliser une autre molécule parce que cette personne-là, par exemple, a développé une récidive pendant le traitement de l'olaparib? Avant d'ouvrir peut-être, avant de vous poser les questions qu'on a reçues de l'audience, est-ce que Annie-France, je vous ouvre la porte et Nancy, une dernière fois, si vous avez d'autres questions à poser à Dr. Provencher? Personnellement, moi, Dr. Provencher a été proactive, a répondu d'emblée à une question que j'avais. Donc, non, je pense qu'on pourrait aller de mon côté avec les questions du public. Parfait. Nancy, c'est pareil pour toi? Oui, je pense aussi, Dr. Provencher, avec ses lignes de temps, moi, j'aime beaucoup les supports visuels, là, quand on voit les avancements, là, puis qu'est-ce qui avance, là, c'était très, très intéressant, fait que c'est OK pour moi aussi. Parfait. Donc, on va rentrer il y a des questions un petit peu plus spécifiques dans le chat. Par exemple, Dr. Provencher, est-ce que vous avez étudié l'efficacité de l'olaparib en comparant les groupes BRCA1 germinal et somatique? Est-ce qu'il existe des différences entre le risque de récidive dans ces deux groupes? Disons que c'est les deux groupes favoris, OK? Les différences de pourcentage ne sont pas très grosses, OK? Entre, mettons, que j'ai la mutation, qu'elle soit vraiment dans tout mon corps ou qu'elle soit juste dans ma tumeur. Il y a une différence, mais qui n'est pas énorme. Mais c'est vraiment les bons joueurs. Ça c'est vraiment intéressant. Et, on essaie de voir est-ce qu'il y a une différence entre BRCA1 et BRCA2. Il y a certaines personnes qui y voient quelque chose. On le voit du côté masculin avec les hommes avec les cancers de prostate. On voit qu'ils font un petit peu moins bien les BRCA2. Mais c'est à suivre. C'est encore en évolution. Merci. Puis, je pense que quelqu'un veut valider une information qui était dans votre présentation. Est-ce que vous dites bien que pour les PARP, les femmes qui sont porteuses ont 56 mois sans récidive après le début du traitement? Ils sont même rendus plus loin que ça encore, mais ce n'est pas tout. OK? On a dit que c'est à peu près 50 qui n'auront pas de récidive et en ce moment, on est rendu à 8 ans. Oh. Vraiment quelque chose. C'est vraiment spécial. C'est pour ça que de temps en temps, dans les congrès, comme là récemment, les congrès américains ont commencé à amener tout doucement, là, en chuchotant, le mot cure.
qu'on n'avait jamais osé dire avant. C'est ça. Fait que tout doucement. Est-ce que, tu sais, je veux dire, il y a de l'espoir. C'est certain. Puis, moi, quand j'ai commencé comme fellow, là, j'étais aux États-Unis, puis dans ce temps-là, une patiente avec un cancer d'ovaire, la moyenne de survie, c'était 6 mois. Point. Il y avait une chirurgie qui valait ce qu'elle valait parce qu'on n'était pas bien bon dans ce temps-là. Puis, il y avait une sorte de pilule. C'était du melphalan dans le temps. Et c'est tout. Après ça, il n'y a plus rien d'autre. Fait qu'on n'est plus là du tout, du tout. Il y a une belle évolution. Oui, c'est vraiment extraordinaire à quel point on a cheminé. Ça fait plaisir d'entendre ça. Je suis certaine que ça fait plaisir à tout le monde ce soir. Puis, une autre question, on a parlé olaparib, ça prend une mutation génétique, niraparib, non. Par rapport au sous-type du cancer de l'ovaire, spécifiquement quelqu'un qui a le cancer carcinome de cellules claires, est-ce que ces médicaments sont utilisés? Ils ne sont pas utilisés, ils ne sont pas couverts, OK, par RAMQ, OK, tout ça. Et dans les études, n'ont jamais vraiment fait partie des études parce que les seuls groupes qui ont été étudiés avec ces médicaments-là, surtout, c'était des patients avec cancer séreux de haut grade. On ajoutait aussi des fois des cancers qu'on dit endométrioïdes de haut grade, pas les bas grades, OK, mais les hauts grades. Puis, on finit par se rendre compte que souvent, c'est le pathologiste un petit peu mélangé, puis dans le fond, c'était vraiment un séreux de haut grade. En tout cas, c'est les deux sous-types chez lesquels on les utilise, qui sont couverts aussi également. C'est ça. Les cellules claires, c'est une bébête à part. Oui, puis on en a parlé un petit peu dans la présentation de Dr. Anne-Marie Messmasson plus tôt ce soir, des projets spécifiques pour ce type-là. Une question qui est revenue, si on ne tolère pas les inhibiteurs de PARP, c'est quoi nos alternatives? Écoutez, toujours projet de recherche, OK? Mais sinon, écoutez, bon, il y a le bon vieux standard qui était de ne rien faire, OK? Ça, c'était comme le classique. L'autre chose, il y a des fois, on utilise, ça va sembler bizarre, mais pendant longtemps, ça avait commencé à New York, ça, on utilisait du tamoxifène, la même molécule qu'on voit dans le sein, OK? Qui était des fois utilisée en maintenance. Et il y avait eu quand même des résultats intéressants, jamais comme les PARP, OK? Mais quand même, tu sais, c'est ça. Je pense que je souhaiterais que les patientes qui n'ont pas de mutation, puis qui n'ont pas ni somatique, ni germinale, là, ni dans le sang, ni dans la tumeur, je souhaiterais qu'elles se culpabilisent pas 100%, OK, pas trop pour, mettons qu'il y a une intolérance au PARP, OK? Parce que, disons que cette population-là qui n'a pas de mutation, mettons qu'elle ne fait pas aussi bien qu'avec BRCA. Maintenant, si je veux aller au fond de la question, il y a un test qui nous manque, OK, pour être vraiment capable, parce qu'il y a quand même un petit groupe de patients qui n'ont pas de mutation du tout, mais qui vont faire extraordinaire, exactement comme les 8 ans qui continuent à, tu sais, c'est ça, tu sais, fait qu'il y a un groupe qui a quelque chose. On a essayé d'étudier ça, on appelait ça les HRD, OK, le HRD, OK, mais le test lui-même n'est pas précis. Il y a plein de compagnies qui font ce test-là, il n'y en a pas un pareil. Ça chicane à savoir lequel est bon, lequel n'est pas bon. Fait que les gouvernements ont de la misère à statuer pour dire, écoute, on va faire ce test-là, OK? Mais à un moment donné, on va arriver à avoir un test qui va vraiment personnaliser, à qui ça vaut la peine les peurs, OK? Il y a les coûts, hein? Il y a quand même des coûts de société qui sont là, qui sont importants, mais mis à part ça, je ne pense pas que ça vous tente de prendre une molécule qui ne vous fait pas ou qui ne vaut rien. Là, correct, ça ne marche pas. Je pense que, j'espère, en tout cas, puis la Labo d'Anne-Marie travaille fort pour essayer de personnaliser chacune des patientes avec leurs affaires. Fait que c'est plus le one size fits all. Là, On a parlé également longtemps des effets secondaires. Il y a une question par rapport à la neuropathie. Est-ce que c'est un effet secondaire courant avec l'olaparib? Et puis, si c'est encore présent et ça ne part pas après plusieurs mois ou années? C'est souvent plus un effet adverse de la chimio, OK, qui était là avant.
dans les inhibiteurs de PARP, des fois, on voit le niraparib va nous donner un petit peu d'arthralgie. C'est les articulations. Ce ne sera pas la sensibilité, OK? Sensibilité, ça va être, je pense, c'est beaucoup plus en lien avec l'ancienne chimio qui était là. Puis là, il y a une question plus pointue. On a parlé tantôt du risque de leucémie qui est quand même très faible, mais la personne demande quel est ce risque-là, si vous le connaissez. Oh oui, c'est 1 point. C'est autour, tu sais, si on prend une molécule ou l'autre, il y en a un qui va dire 1,4, l'autre va dire 1,2 %. OK? Ça, c'est après la première ligne. Si, mettons, j'ai utilisé l'inhibiteur de PARP plus après une deuxième ligne, parce que lors de la première ligne, il n'y en avait pas dans ce temps-là, OK? Ou, à ce moment-là, si j'ai une mutation, c'est à peu près, le maximum, c'est à peu près 6 %. OK. Puis, on va prendre peut-être une dernière question avant de clôturer. Quelqu'un demande votre avis. Il y a eu un avis d'une compagnie pharmaceutique pour le niraparib, comme quoi l'espérance de vie était moindre après l'avoir pris pour les patientes qui n'ont pas la mutation BRCA. Qu'en pensez-vous? Ça, c'était cette conclusion-là a fait beaucoup de brouhaha. D'abord, c'est probablement encore mon histoire de test HRD qui n'est pas encore assez bien définie. Puis le jour où on va l'avoir comme il faut, on va voir que cette personne-là, c'est pas ça qui se passe, OK? Mais là, le problème qu'il y a, c'est que quand cette donnée-là, elle est sortie, dans cette étude-là, OK, c'était dans l'étude NOVA, ça s'appelle comme ça, ils avaient recueilli seulement que la moitié des données des patients. OK? Tu sais, si vous avez une cohorte, là, mettons qu'il y a 100 patients, puis j'ai de l'information sur 50, puis que mon pouvoir statistique, selon mon statisticien, disait, bien, ça te prend 100 patientes pour faire une conclusion qui est significative, bien, il ne l'avait pas. Fait que là, en ce moment, cette compagnie-là est en train, je peux vous dire, qui nous court après, est en train d'aller chercher le plus d'informations possible, OK, pour soit réfuter ou soit aller en accord avec cette conclusion-là. Mais évidemment, le FDA américain, à ce moment-là, quand ça a sorti, malgré le fait que la cohorte n'était pas complète, ils ont été obligés d'émettre un avis, OK? Un avis de dire, oh, attention, chez certaines personnes, ça se pourrait que la survie globale, quand je regarde le grand portrait, là, au total, pourrait être diminuée chez certaines de ces patientes-là. Fait que ça a fait un peu une inquiétude, OK? Mais c'était à partir de l'étude de deuxième ligne. Fait que donc là, on attend de voir qu'est-ce qui va arriver une fois que toutes les informations vont être données. Mais imaginez-vous, si vous étiez chercheur, OK, puis que vous l'êtes tout un peu parce que tout le monde cherche quelque chose, OK, mais comment on peut faire de la recherche aujourd'hui si j'ai un patient qui a un inhibiteur de PARP, puis là, ben, ça ne marche pas, il y a quelque chose, il y a un autre traitement, mais il est en étude, là, correct? Puis là, après ça, il débarque de l'étude, s'en va faire d'autres sortes de traitements, puis là, embarque encore sur le PARP. Je veux dire, ça vient colorer les statistiques beaucoup. C'est très, très lourd. Fait que je pense que le mieux qu'on va avoir eu d'informations scientifiques, c'est vraiment sur ce qui a été fait à ce jour. Quand même qu'on continue, le 8 ans qu'on a en ce moment de surveillance, quand même qu'on continue 10, 12, 15, bien, il va être coloré. Puis ça a été calculé. OK? Les patients qui étaient sur placebo, il y en a plus que 45 % qui ont finalement eu un PARP quelque part dans la trajectoire plus tard. OK? Fait on ne peut plus comparer des patients qui n'avaient jamais eu versus celles qui l'ont eu, mais après. Puis, je veux dire, c'est pour ça que le mieux de la science est là. OK? On ne sera pas capable d'aller chercher quelque chose. Hein? Oui. Merci beaucoup, Dr. Provencher. Puis, Annie-France, Nancy, merci à vous aussi. Voilà qui conclut notre dernière séance du symposium. Donc, merci pour cette vraiment belle discussion. Et puis, moi, je voulais aussi remercier tous nos autres conférenciers, tout le monde qui nous écoute de la maison ce soir, toute l'équipe vraiment derrière chez Cancer de l'Ovaire Canada qui travaille derrière et devant les coulisses pour rendre un événement comme ça un succès. Donc, je vais redonner rapidement le mot de la fin à Rhénuma qui va clôturer notre symposium.